Gaillago est porté par une vision, l'homme est vivant quand la terre est vivante. Et notre mission est de revitaliser les sols pour la performance de l'agriculture. Et donc cette mission de Gaillago, c'est de revitaliser les sols en activant le vivant. Nous sommes des agronomes. Un sol fertile, un sol en bonne santé, c'est un sol qui permet de produire en quantité et en qualité. C'est un sol qui contient plus de vie, qui peut contenir plus d'eau, qui est plus facile à travailler et les bénéfices agronomiques sont nombreux, on en parlera tout à l'heure. Et ce sol rend aussi des services environnementaux, dont le stockage durable de carbone. Pour parler revitalisation des sols, bénéfices agronomiques et environnementaux, nous accueillons ce matin Vanessa Peset, directrice du programme Gaillago Carbone, Nadia Kadouri, CEO de Sospol, société leader de l'action climatique, Isabelle Gatin, directrice de l'unité de recherche Agile et directrice de la chaire Biomes en partenariat Unilassal Gaillago, Monsieur Guillaume Pavie, agriculteur dans les Hauts-de-France, et Francis Bucaille, cofondateur de Gaillago, agriculteur-chercheur, auteur de livres de référence sur les sols, sur l'agronomie et maintenant sur l'élevage. Merci à chacun de vous de participer à cette table ronde. Pour introduire nos échanges, je voudrais rappeler qu'il y a une urgence et il y a urgence à revitaliser les sols. Pourquoi ? D'abord, les sols, c'est 95% de notre alimentation. Elle provient des sols. Les sols contiennent un quart de la biodiversité. Et le sol, c'est le second puits de carbone. Et pourtant, nous dit la Commission européenne et l'Europe, 80% des sols sont dégradés, 60% des sols sont dégradés et cela représente 100 millions d'hectares. Donc l'agriculture, si vous êtes là, vous en êtes tous convaincus, c'est un métier stratégique, non seulement pour les agriculteurs qui nous nourrissent, mais en plus ils nous rendent à la population des services environnementaux essentiels. Vanessa, tu es la directrice du programme Gaillago Carbone. Tu gères un programme qui vient rémunérer les agriculteurs sur le carbone séquestré dans les sols agricoles. Peux-tu nous rappeler ce qu'est ce programme Gaillago Carbone ? Oui, bonjour à tous. Gaillago Carbone, c'est d'abord un engagement dans une démarche de revitalisation des sols qui a pour objectif d'augmenter le taux de matière organique dans les parcelles des agriculteurs. Et j'ai bien dit parcelles car c'est ce qui fait l'unicité de notre offre, c'est qu'un agriculteur, en s'inscrivant dans notre programme, peut inscrire 1, 2, 3 parcelles ou l'entièreté de sa ferme. Gaillago Carbone, c'est un programme en 5 ans qu'on a voulu tout en un, qu'on propose à nos distributeurs qui, à leur tour, vont le proposer à leurs agriculteurs partenaires. Tout en un parce qu'avec nos partenaires, on va s'occuper de tout. On va s'occuper des analyses de sol, de la certification, de la vente des crédits, de la récolte de données, etc. Et ce programme, il repose sur 3 piliers. Le premier, ça va être l'expertise agronomique que nos forces commerciales vont donner sur le terrain, sous l'impulsion de Francis Bucaille. Ça va être également l'utilisation d'un prébiotique des sols, le NutriGeo. Et ensuite, ça va être la valorisation financière avec la vente des crédits carbone sur le marché de la compensation volontaire. Et concrètement, comment ça se passe sur le terrain ? Un agriculteur donc, va signer un contrat de 5 ans. Tous les ans, pendant 5 ans, il va utiliser notre produit, le NutriGeo. Avec nos équipes commerciales sur le terrain, on va venir récolter de la donnée. Donc pour ça, on a développé une plateforme avec notre partenaire MyEasyFarm pour assurer une traçabilité et une robustesse de cette récolte de données. Et ensuite, il va pouvoir également participer à des clubs de fertilité des sols, c'est-à-dire avoir de la formation agronomique pour, au cours du programme, adapter ses pratiques et donc ajouter des pratiques stockantes pour optimiser son stockage. Et en année, donc comme on peut le voir sur le schéma derrière moi, en année 0, 3 et 5, on va venir mesurer concrètement le stockage de carbone sur ces parcelles pour le mesurer et le suivre, ce qui va nous permettre donc, de générer des crédits carbone, de les vendre et de rémunérer l'agriculteur. Merci Vanessa. Et donc sur le marché du carbone, on voit beaucoup d'acteurs qui proposent de modéliser les résultats. Vanessa, peux-tu nous expliquer pourquoi chez Gaillago, le choix de la mesure réelle a été fait et concrètement, comment le carbone ? Oui, très bonne question. Nous, on a fait le choix dès le début de la preuve.
On voulait vraiment récompenser l'agriculteur pour le stockage qu'il avait réellement stocké sur ses parcelles. Comment ça va se passer? On regroupe les agriculteurs par promotion, par cohorte. Et au sein de cette promotion, donc en année 0, nous allons faire un plan d'échantillonnage. Donc nous allons générer aléatoirement des points GPS représentatifs sur ces parcelles-là. Nous allons venir sur ces points GPS, donc en année 0, 3 et 5, sur ces mêmes points GPS, réaliser un prélèvement de sol en suivant le protocole strict de la FAO. Ensuite, ces échantillons, nous allons les envoyer à des laboratoires certifiés pour avoir donc le stockage de carbone dans les sols. Et c'est comme ça en fait qu'on va récompenser directement la performance des agriculteurs par cette mesure. Merci Vanessa. Une autre question, peux-tu nous dire pourquoi la certification obtenue par le programme Gaillago Carbone est une première mondiale? Oui, je regarde Aurélie, du coup, Panier, qui est juste là et qui travaille avec moi depuis 2022 là-dessus. Gaillago Carbone, c'est le premier programme de stockage de carbone dans les sols, Design Certified par Gold Standard. Et ça, en fait, c'est pas rien, parce que Gold Standard, c'est une des certifications les plus exigeantes aujourd'hui au monde. Et pourquoi c'est important? Pour ceux qui n'étaient pas là à la conférence que j'ai faite avec mes collègues de la Climate Agriculture Alliance dimanche, on a présenté les premiers résultats du baromètre fait avec la société Deloitte. Et dans ces premiers résultats, on montre les critères d'achat des acheteurs de crédit carbone. Et le premier critère d'achat, c'est la certification d'excellence. Si on a une certification d'excellence, on coche cette case. Et donc, c'est ce qu'on fait avec du Gold Standard. J'en profite quand même, si j'ai quelques secondes, pour dire que le deuxième critère, c'était l'audit. Parce qu'on a Guillaume avec nous aujourd'hui. Le deuxième critère d'achat, c'est d'avoir un audit réalisé annuellement et validé. Et nous, c'est ce qu'on a également. Et donc, Guillaume, tu as eu ta ferme a été sélectionnée par l'auditeur l'année dernière pour faire cet audit. Donc en gros, avec Gold Standard, on va pouvoir générer des tonnes de haute qualité vérifiées qui maintenant doivent être valorisées sur le marché. Super, merci Vanessa. Et donc quel avantage pour l'agriculteur pour conclure? En conclusion, l'avantage pour l'agriculteur, il est simple. On lui propose un programme de financement où on lui donne les clés, c'est le seul maître à bord, il peut choisir ses parcelles, choisir ses pratiques, et vu qu'on fait de la mesure-remesure, on va pouvoir valoriser réellement ses efforts au bout de 3 et donc 5 ans. Merci beaucoup Vanessa. Donc si je résume, ce programme permet à l'agriculteur un engagement à son rythme, avec des changements de pratiques qu'il adapte à sa rotation aux conditions pédoclimatiques. Et puis ce programme, il récompense sa performance environnementale car il est basé sur la mesure. Exactement. Super. Merci Vanessa. Je passe à toi Alexandre. Donc tu es l'un des dirigeants de Gaillago. Peux-tu mettre quelques chiffres sur ce programme et nous dire quelle est ton ambition aussi pour ce programme? Merci Samuel. Effectivement, le programme Carbone qu'a très bien décrit Vanessa, avant tout c'est des agriculteurs qui s'engagent. Merci Guillaume. On parlera tout à l'heure, mais effectivement, des premiers agriculteurs, donc 133 agriculteurs qui se sont engagés au printemps 2022 sur un peu plus de 5203 hectares et qui ont stocké en moyenne 3,1 tonnes par an et par hectare. 3,1 tonnes par an et par hectare de stocké. C'est là-dessus effectivement qu'on reviendra, parce que c'est là-dessus effectivement que les agriculteurs seront rémunérés. À date, puisque effectivement on avance dans le temps, maintenant c'est quasiment 52 000 hectares de contractualisés, environ 1100 contrats sur un peu plus de 1000 parcelles pour être précis, et effectivement beaucoup d'hectares encore engagés. C'est un chiffre qui bouge. Notre objectif pour Gaillago, il est de doubler ce chiffre avant la fin 2027, donc d'arriver à 100 000 hectares et plus de 2000 agriculteurs. En France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Pologne, en République tchèque, en Hongrie et en Slovaquie, là où on est présent. Exactement. Merci Alexandre, merci de nous avoir partagé ces chiffres remarquables, notamment au niveau du stockage de 3,1 tonnes en moyenne par hectare et par an, qui est bien au-delà des modèles existants dont on a un peu évoqué tout à l'heure. Maintenant, parlons science, parlons agronomie.
Isabelle, je vais te laisser la parole. Je sais que tu veux venir au pupitre, alors je te laisse le pupitre. Ce sera plus facile pour voir les diapositives, à vrai dire. Donc je rappelle que tu es la directrice de l'unité de recherche Agile. Tu vas nous expliquer qui est Agile. Et depuis 4 ans, avec Gaillago, nous avons construit une chaire de recherche qui s'appelle Biomes. Donc peux-tu nous présenter Agile et puis nous parler des résultats agronomiques obtenus avec les solutions Gaillago et notamment Nutrigeo? Tout à fait, merci Samuel. Donc en effet, moi je dirige une des unités de recherche du groupe Unilassal. Vous avez le stand qui est juste derrière si vous voulez avoir quelques informations sur notre établissement. L'unité Agile, c'est une unité dans laquelle on travaille sur l'écologie microbienne. Depuis, on a commencé nos travaux en 1998. Donc voilà, ça fera bientôt 30 ans qu'on travaille sur ces questionnements-là pour essayer de comprendre comment les pratiques agricoles vont modifier l'abondance, la diversité et l'activité des communautés microbiennes des sols, les bactéries et les champignons qui sont très abondants. Et on veut essayer de comprendre comment ces modifications qui sont engendrées par les pratiques sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la nutrition et la santé des plantes. Donc, comme l'a souligné Samuel, il y a 4 ans, on a signé une chaire d'entreprise avec Gaillago, avec pour mission de pouvoir essayer de comprendre le mode d'action de l'un des prébiotiques, le prébiotique Nutrigeo, dont Vanessa a déjà parlé tout à l'heure. Et donc, nous, on a mis en place des essais en serre. Donc, voilà, notre chaire s'appelle Biomes. Et donc, on a mis des essais en place en parallèle des travaux qui sont faits par Gaillago au champ. On a mis en place des essais en serre. Voilà, donc un peu le protocole. Et puis, on a suivi, en fait, un certain nombre de paramètres physico-chimiques d'état des sols. Donc, vous voyez, tous les paramètres sur tous les macro-éléments et les oligo-éléments qui pouvaient être intéressants de suivre. On a suivi tout ce qui était aussi paramètres de croissance des plantes et paramètres physico-chimiques des plantes. Et puis, on a également fait un suivi des communautés microbiennes des sols en faisant à la fois des analyses biologiques et moléculaires. Donc, on a quantifié les bactéries et les champignons qui sont dans les sols et on a étudié leur diversité. Et bien sûr, on a mesuré leurs activités dans le sol. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques résultats de cette chaire Biomes. Donc voilà, on a appliqué notre prébiotique et 10 semaines après l'application, on a récupéré nos plantes. On avait travaillé avec du maïs, c'était le modèle végétal qu'on avait choisi. Et on a commencé par observer que par rapport à un témoin qui n'avait pas reçu ce prébiotique, on observait des différences qui sont significatives. Tout ce que vous voyez en bleu dans la colonne Nutrigeo, avec des petites lettres qui sont différentes à la fin des chiffres, montre que ces différences sont statistiquement significatives. Et donc, on a pu observer des différences dans un certain nombre de paramètres, et notamment le carbone organique, qui apparaît ici comme OC. Et si vous regardez maintenant le petit histogramme que je viens de faire afficher, on s'est rendu compte que cette augmentation du carbone organique qu'on avait pu mesurer avec les outils de laboratoire, c'était du carbone organique qui était plutôt rattaché aux fractions fines du sol. Et on sait que ce carbone organique qui est attaché aux fractions fines est plus stable que du carbone qui est dans les fractions grossières. Donc pour nous, c'était quand même quelque chose d'intéressant et ça a corroboré les résultats qui avaient pu être observés au champ sur des temps beaucoup plus longs. Parce que bien sûr, 10 semaines en serre, pour être représentatif du champ, c'est quelque chose qui est complexe. On a regardé aussi, je vous le disais, la diversité microbienne des sols. Donc comment on fait? On prend du sol, on va extraire l'ADN qui est présent dans le sol et puis on va séquencer cet ADN pour savoir quelles sont les espèces de micro-organismes qui sont présents. Sur le diagramme qui vient d'apparaître, vous avez les différentes abondances de champignons qui sont présents. On ne va pas tout passer en détail, bien sûr, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, plus la couleur est présente, plus l'espèce est présente. Et ce qu'on voit, c'est que clairement, on a des diversités de champignons qui sont différentes entre le sol témoin et le sol traité avec Nutrigeo. C'est des choses qu'on a corroborées également
avec des quantifications de champignons mycorhiziens dans les racines des plantes. Donc on a prélevé les racines des plantes, on a fait des colorations des champignons mycorhiziens. Les champignons mycorhiziens, c'est des champignons qui, quand ils sont en association avec la plante, vont aider la plante à mieux se nourrir, à récupérer de l'eau. Ça va étendre le système racinaire de la plante et ça va permettre souvent à la plante d'être beaucoup plus résiliente face à un stress. Donc ici, vous avez le témoin. Donc on prend la racine, on la décolore, on la colore. Tout ce qui apparaît en bleu, c'est quelque chose qui correspond à des champignons. Donc dans le témoin, on voit qu'on a plein de petits fils bleus. C'est des filaments de champignons. Mais ce qui est intéressant avec les champignons mycorhiziens, c'est d'avoir des arbuscules. Et c'est des petites formes que vous voyez, alors je n'ai pas de pointeur, mais c'est des petites formes que vous voyez qui sont un peu plus denses, qui font un peu comme des petites formes ovales à l'intérieur de la racine. Et c'est à cet endroit-là que se font les échanges entre la plante qui, par la photosynthèse, récupère du carbone, enfin fabrique du carbone organique et va le fournir aux champignons, et le champignon qui, lui, va aller chercher de l'eau et des éléments nutritifs et va le fournir à la plante. Donc c'est à cet endroit-là que se font les échanges. Donc plus on a ces formes d'arbuscules dans les racines, plus on a de possibilités d'échange entre le champignon et la plante. Donc dans le témoin, on voit qu'on n'en avait pas ou peu, alors que quand on avait mis Nutrigeo, on a vraiment boosté de façon très importante la quantité d'arbuscules. Ça, c'est un résultat qui était complètement inattendu. On a refait plusieurs fois parce que c'était assez surprenant. On s'est dit peut-être qu'on a juste eu de la chance. Et finalement, non, c'était pas que de la chance. Oui, pardon. Je ne vous ai pas parlé des bactéries. On a également fait le même travail que pour les champignons sur les bactéries. Et ce qu'on a pu observer, c'est que dans le sol qui était traité avec ce prébiotique, on avait une augmentation des bactéries qui sont dites bénéfiques. Donc, c'est les bactéries qui vont aider à la croissance de la plante, qu'on appelle en jargon scientifique les PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Tout un tas de micro-organismes qui vont être impliqués aussi dans la transformation du carbone dans le sol. Et donc ça avait un lien avec les résultats aussi qu'on avait trouvés par rapport au carbone qui avait également augmenté. On a aussi mesuré la quantité de protéines dans les sols. Peut-être vous avez entendu parler de cet indicateur qui est peu mesuré dans les laboratoires. La glomaline, c'est une protéine, enfin un ensemble de protéines en fait qu'on va mesurer dans les sols et qui est un indicateur de stabilité physique du sol, parce que les champignons et les protéines vont permettre de faire en fait des mailles dans le sol et contribuent à leur stabilité et à leur porosité. Donc on a vu aussi qu'avec Nutrigeo, on augmentait cette protéine. Et enfin, on a mesuré les activités biologiques et on a vu qu'on augmentait également de façon significative avec ce prébiotique les activités biologiques du sol, donc en mesurant différentes enzymes qui sont liées au cycle du carbone, de l'azote, du soufre et du phosphore. On a augmenté l'activité biologique des micro-organismes. Donc finalement, on voit qu'à la fois on a augmenté l'abondance, la diversité et l'activité des micro-organismes dans le sol avec ce prébiotique dans nos conditions expérimentales. Au-delà de ces résultats, alors en parallèle de ça, on a bien sûr regardé la plante et on a observé également une augmentation de la biomasse végétale, donc dans nos conditions expérimentales. Ces travaux-là, vous pouvez les retrouver dans des publications scientifiques qui sont en open access. Ça veut dire que vous pouvez les récupérer directement sur Internet si vous voulez les lire. Mais par contre, si vous n'y arrivez pas, vous nous envoyez un mail, que ce soit à Gaillago ou à Uni-la-Salle, on se fera un plaisir de vous les renvoyer. Ça a été présenté dans plusieurs congrès aussi, etc. Parce que voilà, c'est des résultats qui sont très intéressants. Et moi, ce sur quoi je voulais revenir, en fait, conclure au-delà de l'effet qu'on a pu observer, au-delà des résultats scientifiques qu'on a eus avec ce prébiotique, parce qu'on l'a eu dans des conditions spécifiques de sol et dans une expérimentation en serre, c'est que aujourd'hui, quand on évalue des biointrants, souvent, on a tendance à prendre les mêmes indicateurs que ceux qu'on utilise pour évaluer des intrants, des engrais chimiques de synthèse. Or, ça n'a pas tellement de sens puisque on ne regarde pas les mêmes choses en fait. On n'attend pas les mêmes choses. Donc, quand on a un intrant de synthèse, on va regarder le rendement, la biomasse, la teneur en nutriments de la plante.
Finalement, c'est un indicateur qui, évidemment, est très intéressant pour les agriculteurs, parce que c'est aussi à partir de cette biomasse et de la qualité de ce qui est produit que se fait le revenu. Donc, c'est normal de vouloir regarder ça. Mais par contre, on ne comprend pas du tout avec ces indicateurs les mécanismes biologiques qui se mettent en place et s'il y a des changements dans le fonctionnement du sol. Donc on s'inscrit vraiment sur un temps court, le temps de la culture. Donc le temps, uniquement sur cette culture-là. Et ce n'est pas parce qu'on aura eu un bon rendement cette année-là que l'année d'après, on aura des rendements identiques sur la même parcelle. Alors que quand on va travailler sur des biostimulants, il faut qu'on réfléchisse autrement. Parce que nous, ce qu'on cherche à voir, c'est comment s'imbriquent les propriétés du sol, le microbiote du sol et de la rhizosphère, et la nutrition et la santé des plantes. Comment tous ces mécanismes vont s'imbriquer entre eux. Comment est-ce que l'apport d'un produit va pouvoir ou pas modifier ces équilibres, et dans quel sens ça va les modifier, et comprendre de façon très fine tous ces mécanismes-là. Et c'est seulement en renouvelant les indicateurs, et vous avez vu les indicateurs que je vous ai montrés à l'instant, ce sont des indicateurs biologiques surtout, qui vont nous montrer qu'on a des changements dans le sol. Et c'est très important de pouvoir aussi, donc, puisqu'on veut changer notre forme d'agriculture, puisqu'on appelle à la transition agronomique, de aussi faire une transition dans les indicateurs qu'on va aller mesurer pour pouvoir adresser le temps long qui est nécessaire pour pouvoir parler des sols. Merci beaucoup Isabelle pour ce partage pédagogique, parce que c'est pas facile d'expliquer de la science aussi simplement que tu l'as fait là. Donc merci beaucoup pour ce partage de résultats qui, finalement, ces modes d'action expliquent aussi les résultats obtenus au champ. Alors Nadia, je vais maintenant vous laisser la parole. Vous êtes la CEO de Sospol. Pouvez-vous déjà nous dire, qui est un partenaire historique de Gaillago, pouvez-vous déjà nous dire et nous expliquer qui est Sospol, quelle est sa mission? Absolument. Vous m'entendez? Oui. Donc Sospol, c'est une entreprise qui existe depuis 20 ans. Nous fêtons nos 20 ans cette année. Et qui est née avec l'idée qu'il fallait sauver la planète. Et qu'il fallait trouver absolument des solutions, tout type de solutions, pour aider les différentes entreprises et les fermiers dans notre cas de figure aujourd'hui à avancer sur la décarbonisation. Et Sospol aujourd'hui est présent dans tous les continents, sur tous les continents. On a à peu près 15% de part de marché globalement en termes de crédit carbone. On est aussi présent sur des projets qui sont reforestation, afforestation. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Des projets d'afforestation, reforestation, mais aussi aujourd'hui, dans le cadre de notre parcours avec Gaillago, on travaille aussi sur des projets agri et regenerative agriculture. Donc voilà, c'est 20 ans d'existence, c'est 15% de part de marché, c'est une présence globale. Et c'est aussi, en fait, l'objectif de Sospol, c'est de réunir les gens qui veulent acheter des crédits carbone et des fermiers, des projets, des personnes qui ont des fermes, dans notre exemple, et qui souhaitent implémenter des projets carbone. Et donc, nous, on fait le lien d'un point de vue technique avec le project partner, mais aussi avec les clients. Et on permet, en fait, de vendre ces crédits carbone et de rémunérer les détenteurs de projets. Voilà, donc c'est une façon, juste pour imager, en fait, c'est une façon d'amener, en fait, du capital privé à financer la transition écologique, que ce soit dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays d'Europe, par exemple pour les projets, pour les fermes. D'accord, merci beaucoup. Juste, vous avez parlé de marché du carbone. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est le marché du carbone volontaire? Parce que je pense que dans la salle, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Et donc, qui achète ces crédits carbone volontaires? Alors, le marché du carbone volontaire, en fait, c'est un marché dans lequel
des entreprises, des institutions qui souhaitent et qui se sont engagées à un plan de décarbonisation. On appelle ça aussi le plan Net Zero, parce qu'on entend ça très souvent aussi dans la presse, qui se sont engagés à un objectif de décarbonisation à long terme et qui décident d'entamer la transition vers le net zero avec leur propre chaîne de valeur. Donc ils vont commencer en fait à décarboner leurs opérations, leur chaîne de valeur. Et ensuite, il y a toujours une partie résiduelle et une partie qu'ils ne peuvent pas décarboner. Et dans ce cas-là, ils font appel à des entreprises comme South Pole pour acheter des crédits carbone. Et donc pour compenser leurs émissions carbone. Donc on a tout type d'industrie. Par exemple, l'industrie aérienne. Si on prend l'industrie aérienne comme exemple, c'est 2,5% en fait des émissions carbone par an. C'est une industrie qui grandit d'année en année de 2,5 à 3% par an. Donc c'est une industrie qui amène à, on va dire, à émettre à émettre de plus en plus de carbone. C'est une industrie qui s'intéresse au crédit carbone et qui est intéressée d'acheter des crédits carbone qui font partie de sa chaîne de valeur. De la même manière que pour des projets qui sont plus, par exemple, regenerative agriculture, sur ce type de projet, ça va être des clients qui vont être des grandes sociétés, pas que, hein, mais souvent des grandes sociétés, qui vont être intéressés par ce que le fermier produit en lui-même, pour voir s'il y a la capacité d'utiliser en fait ce projet et ce qui est produit, et si ça fait écho à sa chaîne de valeur. Donc il faut qu'il y ait une certaine cohérence, de manière générale, avec la chaîne de valeur. Pas toujours, mais en tout cas, c'est mieux. Et voilà la plateforme d'acheteurs. Ce qui est très important comme nuance, c'est que le marché s'appelle marché du carbone volontaire. Volontaire, ça veut dire pas obligatoire. Et ça, c'est une nuance qui est importante. Donc le rôle de South Pole aussi, c'est un rôle de leader et de créer et de pousser la demande. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? On fait énormément de sessions d'éducation, de training. On organise, par exemple, puisqu'on est là aujourd'hui, on organise aussi des événements qui permettent à des groupes d'acheteurs, à des gens qui sont intéressés en fait d'avoir un impact, pas simplement de voir le crédit carbone comme un outil financier, parce que finalement c'est ce que c'est en fait. Un crédit carbone, c'est 1 tonne de CO2 qui est soit séquestrée, soit avoided, mais c'est aussi en fait une unité qui a un prix, et ce prix-là, une partie, ou en tout cas une grande partie, revient aux personnes qui ont aidé à la décarbonation de cette entreprise. Donc ça permet en fait de donner une monnaie, en fait, voilà, un prix en fait à une unité de carbone. Mais c'est un prix qui, aujourd'hui, c'est une unité qui est échangée de manière volontaire. Voilà. Et ça, c'est important. Donc, ça veut dire que le rôle de South Pole, c'est aussi d'aller créer des événements. Par exemple, on en a un sur Scope 3. Scope 3, c'est les émissions résiduelles dans une chaîne de valeur. D'aller à la Commission européenne, d'aller engager aussi avec des clients, de brainstormer et puis de voir en fait comment est-ce qu'on peut aider à pousser les projets, à pousser plus de fermiers, par exemple, si on prend l'exemple de Gaillago et des fermiers qui ont participé aussi à ce projet, de telle manière à ce qu'il y ait des signaux de demande. Plus il y a des signaux de demande, plus il y a la capacité d'acheter ou la volonté d'acheter des crédits carbone, plus il y a la possibilité aussi de financer des projets carbone et donc d'inciter à avoir de l'impact sur la rémunération d'un fermier dans ce cas-là, de l'impact sur le climat, un impact positif sur le climat, et aussi des impacts aussi, comment on dit, vous savez, autour. Voilà. Je suis désolée, en fait, je parle très rarement français, en fait, mais bref, vous m'avez compris. De l'impact générique. Autour du projet. Et ça, c'est typiquement exactement ce que South Pole en fait aime faire, et c'est pour ça que des gens comme moi, et puis je regarde aussi mes collègues ici dans la salle, c'est pour ça aussi qu'on est là, et qu'on soutient en fait la cause, et qu'on pousse aussi le marché du carbone volontaire.
Super, merci beaucoup Nadia. Vanessa nous a parlé tout à l'heure du programme Gaillago Carbone qui est certifié Gold Standard. Alors j'avais 2 questions par rapport à ça. Pourquoi Gold Standard est important pour Sospol et pourquoi le projet Gaillago Carbone fait-il partie des projets stratégiques pour Sospol? 2 très bonnes questions. Alors, Merci. la première, donc sur le marché carbone, le marché volontaire de carbone, il y a plusieurs, un peu comme tous les marchés financiers c'est pareil, les marchés de transactions, de minerais c'est pareil. En fait, il y a plusieurs acteurs. L'acteur de vérification des crédits carbone, c'est un acteur qui est très important. Et Gold Standard fait partie en fait des 2-3 meilleurs standards dans le monde qui permettent en fait de donner une sorte de validation qui donne du confort aux acheteurs. Donc, si je prends un exemple, il y a 1000 crédits carbone qui sont en vente aujourd'hui. Ces 1000 crédits carbone sont validés par Gold Standard ou ne sont pas validés par Gold Standard. La valeur de ces crédits carbone, en fait, elle a rien à voir. C'est-à-dire que ça a un impact sur le prix et ça a un impact, en fait, sur la notion d'intégrité du crédit carbone. Ça donne du confort aux acheteurs. Ça donne aussi du confort, je dois dire, au projet, parce que ça signifie que le projet, en fait, a aussi un audit indépendant, a aussi des instances indépendantes, en fait, qui vont venir, qui vont tester, en fait, les méthodologies. Et donc, ça permet de créer l'écosystème dans le marché du carbone volontaire, un écosystème où il y a de la confiance, et donc un écosystème, en fait, où les crédits carbone se vendent. Une fois si Gold Standard, si Vera par exemple n'existait pas, si ces instances de vérification n'existaient pas, ce qui était le cas il y a peut-être 5, 6, 7 ans, ou en tout cas elles avaient un rôle qui était moins proéminent, il y a un doute permanent sur la validité des crédits carbone. Et ce doute empêche la transaction et donc empêche les flux de capitaux dont on parlait tout à l'heure. Donc, l'étape avec Gold Standard, c'est une étape qui est extrêmement importante et qui est extrêmement importante aussi pour South Pole parce qu'elle nous permet aussi de marketer et de vendre ces crédits carbone à différents types d'acheteurs. À des acheteurs, par exemple, qui seront beaucoup plus sensibles à cette qualification et donc ça permet de booster la demande. Et pourquoi Gaillago est important ? On a, d'un point de vue stratégique chez South Pole, cette année, on a deux objectifs. On a beaucoup plus d'objectifs que 2, mais disons que 2 objectifs principaux. On a une conviction qui est très claire et qui existe déjà depuis un certain temps, mais on a une très forte conviction qu'il faut booster le marché de l'agriculture régénérative. Et que South Pole aussi a un positionnement assez clé. On a 20 ans d'expérience sur les projets carbone. On est présent sur toutes les géographies. On a accès à plus de 1500 clients aujourd'hui qui sont des clients récurrents. Et aussi, en termes d'expérience, on a développé plus de 700 projets ces 10 dernières années. Donc cette base-là nous donne une base extrêmement confiante sur le fait qu'on peut avancer sur Scope 3. Scope 3, c'est peut-être là où on pense qu'il y a le plus de potentiel. Et on a un rôle aussi à jouer pour pousser la demande et aussi pour aider en fait les compagnies et les grandes institutions à comprendre comment utiliser les crédits carbone et comment les utiliser dans le cadre de leur plan de décarbonisation, surtout sur la partie résiduelle. Donc pour nous, c'est très stratégique. Et Gaillago, c'est l'un des 2 projets ou l'un des 2 programmes, en fait, qui sont des programmes, comment on dit, stars, phares, aussi qu'on veut pitcher au mois d'avril dans notre réunion avec la Commission européenne pour sensibiliser, en fait, sur le sujet du besoin de clarifier, en fait, aussi des signaux de demande pour qu'on puisse aussi multiplier ce type de projet globalement. Je pense que les bénéfices, en fait, sont plus à prouver. Je pense que les bénéfices, aujourd'hui, c'est très clair. On a entendu aussi, juste avant moi, que le projet fonctionne.
qu'il y a un impact positif sur la planète, il y a un impact positif sur le fermier, il y a un impact positif aussi d'un point de vue agricole et d'un point de vue régénération des sols. Donc maintenant, en fait, il faut pousser un petit peu plus loin. Super, merci beaucoup Nadia pour ces explications très claires et qui montrent vraiment le côté stratégique du projet Gaillago. Maintenant, recentrons-nous sur la terre. Je me tourne vers vous, Guillaume. Vous êtes agriculteur dans les Hauts-de-France. Déjà, pouvez-vous commencer par nous décrire votre ferme ? Oui, bonjour. Donc, Guillaume Pavie, je suis agriculteur dans le Nord-Pas-de-Calais, donc juste à côté d'Arras, donc vraiment collé à Arras. L'exploitation, elle est de taille moyenne par rapport au secteur. On cultive céréales, betteraves, pois de conserve, haricots verts, épinards, pommes de terre. Donc on est une exploitation qui est quand même tournée sur le légume industriel et notamment avec l'irrigation, donc pour le légume. Pourquoi vous avez commencé à utiliser les produits Gaillago ? Pourquoi ? Pour être cash, pour avoir un complément de revenus, en espérant vendre des crédits carbone. Donc j'ai eu connaissance par le bouche à oreille donc, de Gaillago. J'ai utilisé ce produit, comme je viens de dire, je suis collé à Arras, donc il y a énormément de commerciaux qui passent devant chez moi. Les gens s'arrêtent souvent et me proposent souvent des produits miracles où je dois logiquement déplafonner mes rendements. Donc en fait, entre guillemets, j'y crois plus trop. Donc j'y suis allé au départ pour les crédits carbone. Et en fait, au fur et à mesure, à force d'utiliser ce produit de Gaillago, à force d'utiliser le Nutrigeo, j'ai eu des effets, on va dire, sur la structure de la terre. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on est en sol limoneux, donc battant. On est dans le nord de la France, il pleut assez régulièrement. Quand il pleut pas, on a l'irrigation au canon, donc qui impacte aussi le sol. Et en fait, on a eu des essais où... on n'a pas eu des essais. J'ai constaté que les sols étaient beaucoup moins battants et se refermaient beaucoup moins. Donc pour le légume, tout ce qui est petites graines, c'est génial parce que ça pousse beaucoup mieux. C'est clair. Et ce matin, on parlait de semis de betteraves. Finalement, est-ce que très concrètement, Nutrigeo, ça peut t'aider à semer tes betteraves plus tôt ? En fait, j'ai choisi aussi le programme Gaillago, donc avec le Nutrigeo, parce qu'on ne nous oblige pas de rentrer dans un système où on ne peut pas en sortir. C'est-à-dire que si on sort du système, on casse tout le programme. Donc ce qui m'a plu dans ce programme-là, c'est qu'on sait très bien que si on ne laboure pas, on va stocker plus de carbone, mais ça ne nous empêche pas forcément de labourer si on a un problème de structure, parce que n'oublions pas que nous, on est dans une région où parfois, malheureusement, on peut abîmer aussi le sol avec des récoltes qui peuvent être très compliquées, des récoltes tardives. Donc par exemple, si je prends l'exemple de la betterave, je vais absolument labourer avant mes betteraves parce que c'est un sol qui réchauffe mieux, qui s'essuie plus vite. Et une betterave, on sait que quand on l'implante dans le sol, à partir du moment où elle est bien implantée, tous les gens qui sèment après rattraperont jamais le retard. Donc en fait, je laboure pour les betteraves. Mais après, pour le reste, je laboure plus. Merci pour ce témoignage très concret, Guillaume, avec des résultats très pratiques et qui est vraiment du quotidien. Donc merci pour ce retour d'expérience. Francis, je me tourne vers toi. En 40 minutes, on a parlé d'enjeux stratégiques des sols, de bénéfices agronomiques, de carbone, de vente de crédit carbone, de services environnementaux. On ne présente plus ton expertise. Parle-nous, il nous reste à peu près 10 minutes. En quoi Gaillago, pour toi, c'est quelque chose d'unique ? Et qu'est-ce qui fait la différence auprès des agriculteurs notamment ? Alors, ce qui fait la différence, et justement je ne veux pas tomber dans trop de science parce que ça a déjà été superbement expliqué, décrypté par Isabelle, je vais mettre un tout petit peu de chair et un tout petit peu d'histoire, à la fois dans Gaillago et dans le produit Nutrigeo. Au début, Nadia, moi je ne voulais pas sauver la planète, je voulais sauver ma ferme.
c'est complètement différent. J'étais agriculteur, j'étais égoïste. Et qu'est-ce que j'avais observé? Simplement, on m'avait dit, plus tu mets d'engrais, plus tes rendements augmentent, plus le taux d'humus va augmenter dans tes sols. Dans les années 70, dans les années 80, qu'est-ce qu'on a observé? Qu'est-ce que j'ai observé? Que ça s'est légèrement effrité. Pourtant, les rendements avaient bien augmenté. C'est-à-dire que la mathématique que l'on m'avait présentée comme inéluctable, c'était quelque chose qui ne s'expliquait pas, qui ne se démontrait pas. C'était absolument évident. Plus de tonnes de fumier, plus de tonnes de paille, plus de chaume, automatiquement, mes taux allaient augmenter. Eh bien non. Non seulement ils n'ont pas augmenté, mais ils ont décru. Et je voudrais souligner ici quelque chose qui est encore communément admis comme une vérité absolue, c'est-à-dire que ce ne serait que le labour qui est cause de tout cela. Moi, je regrette, mon grand-père, il labourait, mon père, il labourait, j'ai continué à labourer, à la même profondeur, les taux ont baissé. Donc moi, je ne pouvais pas accuser ça. Par contre, je vais vous raconter une anecdote, et c'est toujours pour mettre de la chair derrière le Nutrigeo, derrière ce que nous sommes collectivement en train de faire. C'est que, à l'âge de 10 ans, je pouvais aller ramasser des champignons aussi bien dans les champs cultivés que dans les prairies. Puis tout d'un coup, on en a vu un tout petit peu moins. Et puis après, on n'en a même plus vu dans les prairies, qui n'étaient pourtant pas labourées. Eh bien, on a accusé le labour. Moi, j'ai vu l'apparition des carbendazime, puis des organochlorés, le chlorothalonil, par exemple, et puis les nouvelles générations, les strobilurines, les SDHI, et SDHI, ça veut dire succinate déhydrogénase inhibitor, c'est-à-dire l'inhibiteur de cette enzyme si importante pour tous les champignons. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire un lien entre possiblement l'apparition de ces nouvelles molécules, le bouleversement d'un équilibre microbiologique et in fine, vraisemblablement, l'effritement des taux de matière organique. Et quand on recherche dans la littérature scientifique, ça ne fait absolument aucun doute. C'est-à-dire que les champignons sont à peu près 3 à 4 fois plus efficaces, 3 à 4 fois plus efficaces pour stocker du carbone. Ils sont beaucoup plus sobres, ils respirent beaucoup moins, et pendant que les bactéries vont stocker à peu près 15% du carbone qu'ils vont ingérer, les champignons vont en stocker 50%. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'idée m'est venue de parvenir à les remettre à leur place. Et ce qui m'a convaincu de cela, comme je vous le disais, c'est que même dans les prairies, où on épand des fumiers qui sont faits avec des pailles qui ont reçu des fongicides, et particulièrement le dernier fongicide qui peut subsister encore à hauteur de 50 ou 60% dans les pailles, ben ça finit par produire son effet, et là on ne pouvait pas accuser le labour. Vous voyez le cheminement. Et qu'est-ce qui fait justement la particularité de l'approche de Gaillago et du produit Nutrigeo? C'est justement qu'on n'oblige pas à entrer dans un processus qui éliminerait systématiquement tout travail du sol, parce que selon moi, c'est une cause, mais pas une cause majeure, et en tout cas pas la seule cause. Donc même si on laboure pour faire des betteraves, ben, il ne faut surtout pas culpabiliser. Il ne faut surtout pas culpabiliser. Donc c'est ça qui fait, je dirais, l'originalité de l'approche de Gaillago, c'est justement de pouvoir offrir quelque chose à des itinéraires culturaux qui sont un peu difficiles, parce que faire des légumes, faire de la pomme de terre, quelquefois faire de la betterave, sans du tout labourer, ça relève vraiment de l'exploit. En un mot, on peut s'adresser à toutes les agricultures. Donc voilà, je dirais à la fois le cheminement intellectuel qui a précédé la création de ce produit. L'idée initialement, c'était aussi d'inoculer.
Mais très rapidement, je me suis aperçu que quand on inocule avec des mycorhizes, des spores de champignons qu'on achète, finalement, la greffe prend très, très rarement. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, oui, il faut de l'agronomie en plus. C'est-à-dire que les spores de champignons sont encore présents, on a une chance énorme, les spores sont très résistantes à la dégradation, les parois des spores sont enduites de mélanine, ça peut rester en dormance 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, sans aucun problème. Il faut juste leur murmurer à l'oreille qu'il est l'heure de se réveiller. Donc c'est ce que Gaillago fait, c'est ce que le Nutri-Géo fait. Voilà ce qui fait notre originalité. Merci Francis. Donc tu es maintenant un auteur de multilivres. Et tout à l'heure, tu as parlé de fumier, tu as parlé de ton expérience et tu viens de ressortir 2 livres autour de l'élevage et notamment de l'élevage bovin. Peux-tu nous dire pourquoi, en 2 minutes, pourquoi l'élevage, c'est court, hein, je sais, mais ce sera un bon teasing, pourquoi l'élevage est stratégique quand on a une vision holistique de l'agriculture, comme tu en as si bien parlé? Alors l'élevage, il est stratégique parce que d'abord, il fait partie du vivant. Il fait partie du vivant et il y a des publications très très récentes, j'en ai eu connaissance seulement il y a 48 heures, que les espaces naturels qui préexistaient avant que l'homme n'envahisse la planète étaient des espaces très ouverts. C'est-à-dire que sous tous les climats tempérés, on a de la forêt très ouverte et de vastes prairies qui étaient existants. Donc c'est je dirais une image projetée que avant qu'on n'exploite la France, par exemple, c'était 100% de la forêt. Ça, c'est complètement faux. Ensuite, j'entends quelquefois dire, je l'ai encore entendu récemment, surtout ne pas faire manger les couverts végétaux par des troupeaux de moutons ou de vaches, parce que le carbone que la vache prend, c'est ça de moins pour le sol. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là encore, c'est la microbiologie. Il faut introduire la microbiologie dans la réflexion. Qu'est-ce qui se passe dans le système digestif d'un ruminant? Eh bien, il va dégrader tout ce qui est sucre, amidon, hémicellulose, cellulose, c'est-à-dire tout ce que les bactéries peuvent absolument dégrader. Et qu'est-ce qui va rester? Ce que la bête va rejeter, c'est pas que de la merde, c'est de l'or. Pourquoi c'est de l'or? Parce que ça contient les tanins, parce que ça contient les cires, les polyphénols, etc. Tout ce que les bactéries ne savent pas digérer, c'est donc l'aliment premier pour que les champignons puissent totalement s'exprimer. Et si on doit mettre une cerise sur la bouse, il y en a une autre. C'est qu'il y a des spores de champignons qui ne vont avoir leur dormance levée que si ça passe par le transit digestif d'un ruminant. Donc il y a des champignons, spécialement des champignons humifères, qu'on ne verra apparaître que si le ruminant est présent. C'est pour ça que je voulais absolument réhabiliter la présence des herbivores. Ils sont absolument indispensables si on veut construire des systèmes durables, des systèmes robustes. Vraiment, on fait un mauvais procès à la viande rouge, alors qu'ils entretiennent des paysages sans utilisation de pesticides. Et un dernier chiffre, si je peux me permettre, un dernier chiffre, les monogastriques, c'est-à-dire les poulets et les porcs, sont ceux qui consomment 90% du soja importé, c'est-à-dire que ce sont eux qui alimentent la déforestation brésilienne, amazonienne. Donc ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Donc il y a 2 livres qui portent ce message-là. Il y a Viande et climat chez La Butineuse, c'est davantage orienté vers le grand public, c'est un accès un peu plus facile. Et puis quelque chose de beaucoup plus professionnel qui paraît chez La France Agricole, c'est Viande rouge, climat et solutions. Et les 2 sont vraiment les prolongements des 2 précédents livres que j'ai pu écrire sur l'agronomie. Voilà pour les 2 minutes. Merci Francis pour cette vision stratégique qui remet l'église au centre du village. Alors, vous êtes là, hein, vous vous souvenez tous du titre de la conférence Soyez payés pour revitaliser les sols, et on n'a pas encore donné le chiffre. Voilà. Alors, il va arriver, et donc j'invite tout le monde, pour qu'on découvre ce chiffre, à venir à côté de moi, pour qu'on le voit bien.
Donc vous avez tous compris maintenant pourquoi cette offre Gaillago Carbone est unique, quelle est son attraction sur le marché, pourquoi finalement elle a un intérêt stratégique. Et bien maintenant, regardons pour les premiers agriculteurs de la promotion 1, combien vont-ils être payés? Suspense. Et donc, vous voyez, les premiers agriculteurs en 2026, les agriculteurs seront payés en moyenne 304 € par hectare pour les 3 premières années de leur engagement. Et donc, je pense qu'on peut applaudir tous les agriculteurs qui sont engagés et qui recevront dès le mois de mars en partie cette somme en fonction des agriculteurs. D'avoir suivi cette conférence, on est à disposition sur le stand Gaillago pour répondre à toutes vos questions. Merci. Merci.